bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole. Le dimanche soir 7h. Et cette émission sera disponible sur YouTube, une émission produite par le groupe Croissance. Nous avons deux invités pour parler d'économie numérique, pour parler de formation, d'éducation au 21e siècle. Quelle perspective? On sait bien que l'éducation au niveau mondial a été très touchée par Covid. En Haïti, c'est pire parce qu'une crise multiforme nous dérange de manière considérable. On avait les instruments, on avait les moyens, mais on les a ratés en quelque sorte. Pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Attié, qui est responsable de l'ESI, l'une des principales institutions de formation numérique du pays. Patrick, merci de répondre à l'invitation. Bonjour Kessner, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Marc-Alain et merci pour l'invitation. Très bien, donc je présente Marc-Alain pour faire la transition, c'est le jeune du panel on pourrait dire, donc un influenceur, Bange. Il était en économie je peux dire, mais je pense que maintenant il est surtout en informatique. Bange qui est une organisation qui facilite le coworking, donc c'est le futur. Marc-Alain, bonjour. Bonjour Kessner, bonjour Patrick, c'est un plaisir d'être là. Voilà, messieurs, et on ne parle que de cela ces jours-ci, l'économie numérique, ça existe depuis quelque temps l'Internet, mais avec Covid-19, on parle de post-Covid. Commençons avec Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à travers le monde? Quelles sont les perspectives? Quel rôle le numérique va jouer au 21e siècle? Kessner, c'est à Marc-Alain ou à moi que tu poses la question? Je suis désolé. À moi? Ouais. Ok. Je crois qu'il y a des disruptions qui sont en train de se produire. À l'époque de l'Internet, il y avait une disruption, c'était l'Internet. À l'époque de l'invention du micro-ordinateur, il y avait une disruption, c'était le micro-ordinateur. Aujourd'hui, on a plusieurs technologies disruptives qui sont en train de converger les unes vers les autres pour créer une disruption qui est, je crois, encore plus importante que ce qu'on a connu durant les précédentes révolutions technologiques, je dirais. On a l'intelligence artificielle, on a le blockchain, on a le big data, le machine learning, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'Internet des objets. Toutes ces technologies sont en train d'être complémentaires les unes des autres pour changer énormément de choses, et même au niveau sociétal. Je crois que pour la première fois, il y a un changement sociétal qui est en train de s'opérer. On n'en est peut-être pas conscient, ça va probablement se passer sur les 10 ou plus prochaines années. Mais les technologies aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle, nous obligent, et déjà aux États-Unis, dans certaines universités américaines, il y a des groupes de réflexion multidisciplinaires qui réfléchissent à comment accompagner cette révolution et comment faire évoluer les sociétés pour qu'elles ne deviennent pas esclaves, en quelque sorte, de cette révolution. Donc je crois que Covid ou pas Covid, pour répondre à ta question, Kessner, ça ne change pas grand-chose. Certainement que le Covid a été un accélérateur de l'adoption de certaines de ces technologies, mais la révolution est en cours et je crois que Covid ou pas Covid, elle va y arriver peut-être un peu plus vite grâce au Covid ou à cause du Covid, mais je crois qu'elle est là. Voilà. Marc-Alain, tu n'es pas assez vieux comme Patrick et moi pour comprendre l'émergence de l'Internet dans les années 90. Tu n'es pas assez jeune pour vivre avec les millénaires qui ont changé avec Absolument. le 3.0. Donc, explique-nous un petit peu comment tu te retrouves avec cette nouvelle génération et tout ce qui se passe dans ce monde d'Internet 3, 4.0 comme on en parle aujourd'hui. Marc-Alain. Non, moi je pense que Patrick a bien fait le point sur ce qui se passe au niveau mondial en termes de disruption qui se produit. Mais moi je pense aussi qu'il y a aussi la réalité des générations qui sont différentes aussi. Donc la génération de Patrick peut-être a dû s'adapter et à l'arrivée de l'Internet en masse, l'accès aux emails et aux téléphones mobiles. Et ma génération est peut-être la première à être plus active sur les réseaux sociaux, qui a connu la venue de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde avec la génération des Generation Z, qui sont, eux, ils sont nés à l'intérieur de la technologie, c'est-à-dire ils l'acceptent et le considèrent comme étant acquis. Et maintenant s'introduisent beaucoup plus dans la création de contenu. Et clairement, nous vivons une réalité où les contenus vidéo deviennent beaucoup plus importants que les emails et les contenus écrits. Et c'est une question d'adaptation pour toutes les générations. Et je pense que plus les générations s'intègrent dans ces nouvelles technologies, et plus il devient difficile peut-être pour les générations d'avant de comprendre. Nous vivons une réalité où les changements se produisent plus vite,
Donc, la capacité d'adaptation devient très importante, mais aussi les changements deviennent beaucoup plus profonds. Donc, quand il s'adapter à l'email et s'adapter pour produire du contenu sur TikTok, etc., ou comment ça se fait aujourd'hui avec toutes les machines qui existent, il faut maintenant pratiquement se spécialiser dans la création de contenu pour survivre, pour garder l'attention dans le monde numérique aujourd'hui. Moi, je pense que ça représente aussi d'énormes opportunités, particulièrement en termes de transparence. Il y a un excès d'informations. Aujourd'hui, on ne se préoccupe plus de dire est-ce qu'on a accès à l'information parce que l'information, il est partout maintenant. Maintenant, c'est une affaire de comment filtrer l'information, comment organiser l'information, comment structurer l'information. Patrick a parlé de tout ce qui a rapport au big data aujourd'hui, comment dégager les trends, comment automatiser certaines tâches. Donc, nous vivons dans cette réalité-là. Moi, je pense que ça présente des risques parce qu'il faut s'adapter. Et les systèmes que nous avons connus, particulièrement dans des pays comme Haïti, sont des systèmes plus ou moins rigides qui s'adaptent difficilement, mais ça pose aussi le problème de l'accès à l'infrastructure. Comment garder le pas dans un monde qui va vite, qui change vite et qui change profondément, pendant que certains pays doivent encore résoudre les problèmes basiques, dont l'accès à l'Internet et l'accès à l'électricité. Donc moi, je pense que, étant jeune, vivant entre ces deux mondes et vivant aussi dans un pays en développement, je suis constamment en face de ce challenge, de ce vide, où qu'est-ce qu'il faut combler? Est-ce qu'il faut s'adapter par rapport à ce qui existe dans le pays où on vit? Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut rester dans l'ancienne version de l'Internet pour pouvoir mettre tout le monde au pas? Ou est-ce qu'il faut y aller dans le futur, aller plus vite, aller avec le rythme du monde? Et ça pose certainement des problèmes de production aussi. Est-ce qu'on va devenir des consommateurs de technologie, tout comme on importe le riz, etc. en Haïti? Ou est-ce qu'il faut venir avec de nouvelles formations, former les jeunes dans des nouvelles technologies pour pouvoir rentrer dans ces technologies disruptives? C'est vraiment beaucoup de questionnements, recherche d'identité, mais quand même beaucoup d'accès à l'opportunité. Tout à fait. Et Patrick, les jeunes qui sont nés au XXIe siècle, la génération Z comme Marc-Alain en parle, ils ne peuvent pas imaginer que notre période était dans le kilobyte. Maintenant, on parle de tétra. Donc, en ce sens, tu te rappelles, lorsque nous avons des supports et lorsque nous avons découvert l'Internet, on voulait mettre tout pour penser que ça ne va pas exister durant toute la vie. Il faut encaisser le plus possible. Ça a changé radicalement. Maintenant, Patrick, comme enseignant et au plus haut niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire dans toute la chaîne? Je parle du préscolaire, du fondamental, secondaire, n'en parlant pas d'universitaire. Comment préparer pour cette nouvelle génération? D'ailleurs, je peux imaginer qu'il y a encore des enseignants au niveau du secondaire qui n'ont pas compris cette discussion, qui enseignent à des jeunes, il n'y a pas de connexion en quelque sorte. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice, toi qui es dans le monde éducatif? Écoute, je crois, peut-être pour commencer, et je vais peut-être être un peu plus agressif d'une certaine manière que Marc-Alain, même si je souscris à tout ce qu'il a dit. Je crois que le danger qu'on court aujourd'hui, c'est que Haïti évolue vers une forme d'esclavage 2.0 en quelque sorte. Ce n'est pas un esclavage qui a un rapport avec le racisme, avec le fait qu'une population maltraite une autre population physiquement et ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui a quand même certaines caractéristiques de l'esclavage, c'est la dépendance quasi totale vis-à-vis du savoir-faire d'une autre population. On le vit aujourd'hui, ça fait des années, on en a des tas d'exemples. Le fait que nous dépendions d'autres pays, d'autres peuples, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous développer, pour pouvoir réaliser un ensemble de choses, parce que nous n'avons pas le savoir-faire en Haïti pour le faire, nous fait non seulement dépenser énormément d'argent, qui pourrait être investi probablement ailleurs, mais nous amène vers cette forme d'esclavage 2.0. Marc-Alain a dit tout à l'heure, et à juste titre, que les choses évoluent vite, de plus en plus vite. Il y a une dizaine d'années, quand tu perdais un an, quand tu restais un an sans rien faire, tu perdais un an. Aujourd'hui, quand tu restes un an sans rien faire, tu perds 3 ans d'évolution quasiment par rapport aux autres pays. Donc, on a une accélération du décalage entre l'inaction et l'évolution des autres pays. Et donc, je crois que cette accélération augmente encore le danger que nous devenions vraiment un des pays d'esclaves 2.0, c'est-à-dire totalement dépendants pour tout, en tout cas presque tout, d'autres pays. Et aujourd'hui, on en a souvent discuté avec Marc-Alain, avec toi, Kessner, on sait qu'aujourd'hui, la création de valeur, donc le développement économique, se fait là où il y a de la science et de la technologie. Mais pas en tant que consommateur
et Marc-Alain l'a dit tout à l'heure, mais en tant que producteur. Et aujourd'hui, pour devenir producteur de technologie et un producteur qui produit une richesse économique derrière, il faut être de plus en plus pointu, il faut être de plus en plus compétent dans un domaine, et même dans ce domaine, être compétent dans un sous-domaine de ce domaine et devenir très très bon. Et aujourd'hui, en Haïti, on n'y est pas encore, en tout cas pas en quantité certainement suffisante. Et pour répondre à ta question rapidement, je dirais qu'il faut d'abord qu'on injecte dans le système de l'enseignement primaire et secondaire une nouvelle génération d'enseignants qui est rompue à ce que disait Marc-Alain tout à l'heure, qui a aussi la vision et qui a adopté les éléments dont Marc-Alain parlait tout à l'heure. Ce qui n'empêche pas en parallèle de upgrade, si je puis dire, d'update le corps enseignant actuel, ce qui se fait déjà, je veux dire, on ne nous a pas attendu pour commencer, mais qui produit quand même des résultats relativement, je dirais, limités par rapport aux dépenses investies dans ce type de formation. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération d'enseignants. Je peux te dire que l'expérience qu'on a, et Marc-Alain le vit tous les jours aussi, c'est que nos étudiants sont beaucoup plus avancés que nous. Lorsque nous, on a parlé de formation à distance il y a quelques années, eux étaient déjà en train de suivre des cours en ligne sur les premières plateformes, pendant que nous, on était en train de réfléchir à comment mettre en place une stratégie de formation à distance. Donc le problème, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas l'adoption des jeunes. Ils nous attendent, on est en retard par rapport à eux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un élément important, et qui rejoint tout à l'heure ce que tu disais, Marc-Alain, c'est qu'on doit faire du leapfrogging, on ne doit plus procéder de manière incrémentale. Si on ne veut pas devenir ces esclaves 2.0, on doit vraiment faire des sauts quantitatifs et qualitatifs importants, ce que la science et la technologie aujourd'hui, du point de vue de sa complexité, du point de vue de ses coûts d'accès, permettent de faire, ce qui n'était pas vrai forcément il y a 5 à 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut accéder à toutes ces technologies de pointe vraiment de la même manière qu'on va chercher à apprendre à développer des sites web ou ce genre de choses, ou des applis mobiles ou ce genre de choses. Donc voilà, il faut essayer de faire des opérations aussi systémiques que possible en injectant dans le système des éléments quantitativement et qualitativement plus importants, et aussi ne pas tomber dans le piège de vouloir tout faire pour l'étudiant, de vouloir créer des systèmes qui sont parfaits. On parle beaucoup de student center, des trucs student center et tout ça. Je peux te dire que nos étudiants s'en fichent de cette affaire de student center. Ils sont sur toutes sortes de plateformes en ligne, ils les assimilent, ils les avalent comme des éponges, qu'elles soient student center ou pas. On doit prendre des raccourcis, aller très vite et les mettre en capacité, peut-être en plus grande quantité encore aujourd'hui, et peut-être surtout parmi les populations les plus défavorisées, d'aller vers elles et de leur montrer qu'il est possible aujourd'hui d'acquérir très rapidement des compétences dans des secteurs de pointe qui nous paraissent des secteurs lointains de pays développés avec des gros labos de recherche, etc. C'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aller prendre une population dans un bidonville et lui apprendre à faire du data science ou de la réalité virtuelle. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais donner juste pour compléter un peu ce que disait Marc-Alain tout à l'heure. Tout à fait. Et le problème de multiplicateur, en général, c'est positif, que ce soit en physique ou en économie, mais vous avez attiré notre attention, c'est un multiplicateur dangereux. Ça ne devient pas positif, ça devient négatif. On ne perd pas une année, on perd 3, 5 années, ça c'est dangereux. Donc, et vous venez d'analyser en quelque sorte un problème de gouvernance, donc, qui signifie de la tête de l'école, le conseil de l'école, parce qu'on ne peut pas parler d'un directeur, il faut qu'il y ait un conseil. Et maintenant, c'est le point le plus important, update les enseignants. Parce que tu l'as bien dit, les professeurs sont en retard par rapport aux jeunes. Donc, c'est comment changer tout ça, ce modèle description, on en a parlé en quelque sorte. Alors, Makale, tu es tout près des jeunes. Comment ils se retrouvent dans ce système obsolète, dépassé, aller à l'école, le tableau est noir ou vert. Et vous avez un échantillon, je pourrais dire, qui n'est pas aussi large par rapport à ce que nous avons en Haïti, parce que Patrick vient de poser le problème de masse critique et surtout dans les milieux ruraux. Comment tu trouves, comment sont les jeunes aujourd'hui? Quel espoir? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette gouvernance pour qu'on puisse vraiment intégrer ce monde technologique et faire ce leapfrog, à savoir le saut, comme les crapauds qui évitent de commettre les erreurs? Parfois, on peut être content aujourd'hui d'avoir été en retard parce qu'on peut mieux faire en quelque sorte. Dis-nous un petit peu l'environnement dans lequel tu vis pour le moment avec les jeunes, que ce soit avec Bange ou encore lorsque tu vas à l'intérieur du pays.
Et je vais répondre à cette question vraiment sur deux aspects. Premièrement, Haïti n'est pas seulement composé de développeurs ou de gens intelligents qui se retrouvent à Bange, etc. Donc, en fait, ce qu'on a comme, moi, ce que je constate, c'est de la frustration à deux niveaux. Premièrement, ce qui se passe aujourd'hui, qui se passait peut-être un peu moins avant, c'est que le jeune haïtien, il consomme du contenu global. C'est-à-dire, il est ici en Haïti, mais il ne voit pas qu'Haïti. Donc, le jeune haïtien sait que ça va mieux au Chili parce qu'il voit des vidéos, des images de producteurs de contenu au Chili. Il voit ce qui se passe aux États-Unis. Le jeune haïtien, il est sur YouTube parce qu'il consomme de ce qui se passe sur l'Internet dans la mesure du possible, malgré les difficultés de leur connexion, etc. Donc, on a de la frustration parce que, par exemple, le jeune haïtien te dit pourquoi PayPal ne fonctionne pas en Haïti? Pourquoi je n'arrive pas à payer rapidement ce que j'ai à payer? Donc, l'haïtien est en contact avec le monde sans avoir accès aux mêmes services que tout le monde. Donc, ça crée de la frustration d'abord du côté du consommateur général, c'est-à-dire l'haïtien lambda qui est là, qui n'arrive pas à fonctionner parce qu'il n'arrive pas à se procurer vraiment cette légèreté, cette facilité que la technologie possède. Et aussi, il y a de la frustration du côté aussi production. Là, maintenant, c'est les jeunes qui veulent. Moi, je parle de la catégorie, je défends un petit peu la bâtisse, qui sont les développeurs, parce qu'en fait, c'est eux qui sont le futur de l'économie digitale si nous devons avoir une production haïtienne dans le secteur. Donc moi, comme j'aime bien le dire, l'ouvrier haïtien dans le textile qui se faisait payer et une pitance un petit peu pour fonctionner, en fait, le développeur, c'est l'ouvrier du futur parce que lui, il est aussi assis derrière une chaise en train de coder, de créer tout ce qu'on a ou on aura sur un téléphone. Mais il se fait payer beaucoup plus. Et il a peut-être différents types d'alternatives. Il veut peut-être devenir entrepreneur, il veut créer une application à succès, ou bien il veut tout simplement travailler pour l'étranger, tout comme le font les Indiens, etc., rentrer sur les marchés de freelancing, etc., et travailler et pour d'autres pays. Donc, il se trouve, premièrement, ils font face à des blocages d'Internet, donc ils n'arrivent pas à trouver des espaces où ils peuvent vraiment évoluer. Et même ceux qui veulent s'aventurer vers des startups et créer des solutions, ils font face soit à des problèmes de régulation qui ne leur permettent pas d'avoir et d'opérer comme il faut et trouver des investisseurs. Ils font face à des problèmes de financement. Et aussi, ils font face à un problème qui est basique, aussi basique que le public qui devrait consommer de la technologie n'a soit pas accès à Internet, soit pas accès à un téléphone intelligent, parce que quand on regarde Haïti, on se dit, bon, un jeune qui veut créer une entreprise, qui veut avoir peut-être... Parce que la technologie, c'est à l'échelle qu'on peut réussir. On ne peut pas créer une technologie qui marche uniquement pour 10 personnes et penser pouvoir devenir un succès comme ce qu'on a vu à travers le monde. Les gens, il faut aller jusqu'à des milliards d'utilisateurs. Donc, l'haïtien qui se trouve en Haïti, 10 millions, c'est une taille assez acceptable pour faire valider un prototype ou peut-être passer à l'international. Mais pourtant, on n'a qu'environ 3 millions, 3,5 millions d'haïtiens qui soient vraiment connectés avec des téléphones intelligents. Donc, le jeune qui crée une application ne peut pas s'attendre à ce qu'il va faire un succès demain matin parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas assez de téléphones intelligents ou il n'y a pas assez de financement pour qu'il puisse continuer à investir pour faire connaître ou en tout cas améliorer sa plateforme. Donc du coup, pour moi, je pense que c'est un environnement peut-être de frustration, mais aussi un environnement d'oubli. C'est-à-dire, et c'est là le risque que peut-être Patrick disait tout à l'heure, en Haïti, la facilité, tout comme c'est la même analyse économique et questionnaire, tout comme on a eu facilement le riz qui soit venu en Haïti, on l'a consommé, on a détruit un petit peu le riz d'Antibonite, c'est avec une facilité que l'Haïtien choisit les applications étrangères parce qu'en technologie, c'est le plus facile, c'est ce qui va plus vite, qui marcherait pour la petite majorité, je dis, qui soit capable de se connecter à l'Internet. Donc du coup, c'est le danger à éviter. Il faut supporter l'écosystème local pour que ces applis, ces initiatives, cette créativité ne meurent pas sous le poids de la facilité de ce qui existe, qui pourrait venir de l'international. Et dès qu'on monte dans le monde de la technologie, on a accès à toute forme d'application qui soit créée. On est dans une compétition mondiale. Donc du coup, si je veux dire comment se trouve la jeunesse, c'est quelque part entre cette frustration et cette facilité dangereuse d'importer
ou de consommer les technologies étrangères. Donc, il faut absolument une réflexion sur la question pour savoir est-ce qu'on va laisser grandir cette frustration, cette facilité qui pourrait au final détruire l'opportunité de saisir cette révolution numérique qui se passe à travers le monde. Tout à fait. Là, je pense que l'aspect stratégique est fondamental et Patrick en est là, mais il faut également qu'il y ait des opérateurs sur le terrain. Donc, c'est une politique technologique, une politique également d'éducation appliquée aux nouvelles technologies. On va prendre la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, Télémétropole le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube, sur tout le réseau de radio et Télémétropole, une émission produite par Groupe Croissance. On parle d'économie numérique, le futur, des jeunes, qu'est-ce qu'on va construire dans ce pays. On a deux invités. Et Macalin, nous se font tirer aller sur nous là, soit fait de comment pour intégrer les jeunes dans la situation. Et bon parti là qui est très intéressant, et je crois que attirer attention, prosumers versus consumers, à savoir, nous avons des consommateurs qui recevoir des bagages de l'extérieur, comment transformer les consommateurs que nous sommes, par l'application, pour nous faire retourner, nous consommons toujours, mais il faut nous produire tout, parce que je vais être capable de bailler tous les prosumers. Qui ça, ouais, et qui, c'est un point très important, vraiment, qui ça nous est capable de faire pour que les plus jeunes, qui pas juste garder Facebook là, il a consommé, mais pour comprendre toute machine qui est Facebook là, à savoir qui groupe qui gagne, je dis à parler de métaverse. Donc, est-ce que en éducation, tu as la question Patrick, pour nous regarder, est-ce qu'on va supposer intégrer, et il a parlé de vos enseignants, pour que nous ne pas chiter à l'école là simplement là, garder technologie, mais pour nous regarder tout aspect économique et financier de la question. Est-ce que les jeunes sont intéressés ou encore c'est juste consommer ou les consommer? C'est à moi, Kessner ou Marc-Alain? Je commence avec Marc-Alain, je te reviens. Tu as dit les deux? Non, je vais commencer avec Marc-Alain, ensuite on te revient. Honneur aux plus jeunes. Tu m'entends? Ok. Vas-y. Ok. Comment pour nous faire pour jeunes, pas juste chita qui a consommé? Donc là, nous avons un aspect peut-être de penser des solutions ou qui sont capables de faire, comment nous sommes capables de contribuer à la discussion, ça capable de faire. Et ce secteur. Pour moi, le premier bagage qu'il faut faire, c'est qu'il faut que nous ouvrons accès à ce que plus de monde capable de gagner accès à Internet. Ça. Si nous voulons vraiment, parce qu'il faut que nous montrions que ce soit jeunes qui produisent ou bien qui consomment ou bien qui produisent pour Haïti, et même technologie étrangère qui ont gardé Haïti. Parce que je veux dire, au nom débat et côté que même Google pas intéressé avec Haïti, je nous pense. Parce que là, regardez Haïti, nous-mêmes, on a fait fierté nationale, etc., l'histoire d'Haïti, etc. Mais là, Haïti, on dit c'est un petit marché de peut-être 2 millions, 3 millions de consommateurs. Pour Google, pour des grosses entreprises technologiques, c'est les prochains milliards qu'ils ont cherché. Ce jour, je dis à tous yeux sur l'Afrique, parce que l'Afrique a une population de milliards, qui a connecté à Internet, qui a fait un pile pour eux, qui a avancé. Donc, même pour le marché étranger, pour ça, l'investisseur étranger, on marché dans le marché haïtien, il n'est pas représenté assez pour lui, pour t'intéresser. Mais si tu es capable de passer le marché haïtien, ça d'abord de 2-3 millions de capable aujourd'hui à environ 10-12 millions. Et pour nous regarder dans une perspective peut-être Caraïbes, là, qu'on a qui peut-être des mœurs qui plus ou moins semblent. Là, nous avons parlé d'environ 40 millions. Là, nous avons peut-être représenté un poids qui est intéressant. Et si vous représentez un poids qui est intéressant pour investisseurs étrangers, vous représentez un poids intéressant pour consommation locale ou de création qu'a fait locale. Donc, je pense que la première solution, c'est d'abord augmenter la quantité de monde qui a accès avec Internet. Et pour faire, pour moi, je toujours dis ça, c'est une décision de politique publique liée. Et moi, je dis ça, si l'État haïtien a décidé que dit que au moins chaque haïtien a un téléphone, il connaît exactement qui pour le faire, qui batterie de politique à mettre en place pour chaque haïtien a un téléphone intelligent. C'est parce que les parents ont une priorité pour personne qui fait le pas faire. Et on parlait de question accès à Internet. Il faut que les gens capable de gagner accès à Internet pour Internet capable de valeur. C'est comme si on question là pour les l'œuf. Qui est-ce qui peut venir avant? Est-ce que c'est Internet qui peut venir après ça pour nous connecter sur lui ou bien besoin? Ou bien c'est besoin pour gagner qui peut justifier le fait que nous avons payé pour Internet? C'est là l'État a un rôle pour jouer dans la politique publique parce que c'est des décisions capables vraiment améliorer le bien-être collectif. Tout à fait. Pour moi, c'est ça
une question. Et deuxième élément de question, c'est que c'est pour nous rentrer dans une logique côté institution, accepter l'importance technologique. L'école est capable de rentrer dans la logique dans la démarche. Côté que tout nous capable de créer des écosystèmes, côté entrepreneurs qui intéressés à la technologie, capable de vivre de ça avec créer. On libéralise FinTech, une décision qui sortit là, nous avons peut-être parlé de l'ISOUD, parce que centrale a dit finalement, on nous a créé un FinTech pour autorisation directe de la Banque centrale. On essaie de libérer parce que nous avons utilisé la technologie, mais nous n'avons pas fait quoi assez avec la technologie en Haïti. On essaie de moyen pour être capable de faire sens pour capable de idée et pour monétiser les pour faire quoi avec en Haïti. Je ne dis pas tout ça qui passe sur Internet qui est capable de rapporter un petit moyen encore, c'est parce que diaspora haïtienne est intéressée avec Haïti, toujours avec ça qui passe en Haïti, qu'il faut capable de dire peut-être sur Facebook Live et pour mettre un cash app, pour mettre un bagage sur lui, pour nous capable de faire un petit comme dans l'activité numérique. Activité numérique par rapport à assez, donc il faut nous montrer la valeur économique que le gagne. Et pour ça faire, ce n'est pas seulement affaire d'accès à FinTech, mais c'est une affaire de tout un écosystème qui pourrait entrer dans le système éducatif là, qui pourra apprendre si nous créer et valoriser ça depuis à la base. Nous avons investi, pas seulement faire crédit, on a toujours parlé de ça au même gestionnaire, et comment on est capable de venir avec un nouveau type de forme de financement de l'économie, que ce soit venture capitaliste ou que ce soit angel investors, on leur passe, on a mis des comptes pour l'économie fonctionner ou bien pour banque. Est-ce que y a moyen pour créer de l'autre structure, de l'autre forme pour pontical plus risque, pour capable intégrer les gens qui ont l'État haïtien capable de mettre des politiques en place, qui ont médias qui véhiculer leur message. Donc il y a toute une question de l'écosystème qui peut entrer en branle, qui peut finalement transformer Haïtien de consommateur à un monde qui produit dans le secteur technologique. Et encore, j'aimerais dire tout à l'heure, il y a un gros risque qui pose sur nous, si nous chita là, nous pas rentrer dans des démarches de production ça, nous juste chita et puis nous venir des consommateurs, des importateurs, même si on fait dans notre secteur. Et il y a un avantage, le monde à disposition depuis Internet. Si on succès capable de commencer en Haïti, il a gagné très très vite à travers le monde. Et l'opportunité, c'est chaque jour passé, Jean-Patrick dit, chaque jour passé, nous perdons peut-être 3 mois. Donc, il faut nous commencer bonheur. Voilà, et je crois que Marc-Alain a mis beaucoup d'informations, l'importance des politiques publiques. On a parlé de politique technologique, on a parlé de, avant même politique énergétique, parce qu'il faut un courant 24 sur 24. Je vais dire là, parce que sans courant, on n'est pas capable d'utiliser l'appareil. Il faut une politique technologique là, politique éducative. Patrick, avec toutes ces politiques, comment tu verras tout ça, cette masse critique qu'on cherche, également ce changement dans l'enseignement, puisque vous êtes dans une telle situation. Et j'ajoutais pour toi, Patrick, est-ce que ce ne serait pas nécessaire que l'on produise des enseignants pour aller expliquer l'histoire de la technologie, pour expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est que ces groupes, comment on les finance. Donc il y a beaucoup de choses. Tu as la balle, Patrick. Donc, ce que vous pouvez voir sur la diapo, c'est le cas d'Israël. Pourquoi Israël? C'est intéressant, parce qu'Israël a une population qui est à peu près identique à celle d'Haïti. Ils ont 9 millions d'habitants. Donc, ils n'en ont pas beaucoup moins ou beaucoup plus, à peu près la même. Regardez ce chiffre. On a 8000 chercheurs, et je parle de chercheurs dans des domaines scientifiques et technologiques de toutes sortes. On a 8000 chercheurs par million d'habitants, ce qui fait 72 000 chercheurs en Israël. Et je répète, des chercheurs formés dans des domaines scientifiques et technologiques, tels que le mentionnait tout à l'heure Marc-Alain, qui en faisait justement un élément stratégique. En Haïti, on a 10 millions d'habitants, okay, donc à peu près, à 1 million près, disons à peu près la même chose. Nous avons calculé qu'il y avait, avec des chercheurs haïtiens et avec un des meilleurs ici, nous avons calculé en étant très, très, très large, qu'on n'avait pas plus de entre 20 et 50 chercheurs en Haïti. Je précise que ce qu'on appelle chercheur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a docteur ou PhD écrit sur sa carte de visite, c'est quelqu'un qui fait réellement de la recherche. Donc quelqu'un qui essaie de faire des publications, de réfléchir sur des thématiques stratégiques locales, de les résoudre, etc., à travers ses compétences de chercheur. Si on considère ce chiffre, on voit qu'on a à peu près 5 chercheurs par million d'habitants dans des domaines scientifiques et technologiques. Comparez 8000 chercheurs par million d'habitants à 5 chercheurs en Haïti par million d'habitants. Ça nous fait 1600 fois moins de chercheurs qu'en Israël, qui a à peu près la même population que nous. Notez que cette Silicon Valley, qui est le résultat de ça, qu'on appelle la Silicon Wadi pour la petite histoire, constitue 35 à 40% du GDP israélien.
35 à 40% du GDP israélien provient du secteur tech de cette Silicon Valley. Kessner, je sais que tu connais bien ces chiffres, mais je voulais les mentionner parce que c'est important. Lorsqu'on va parler de développement économique, de création de valeur, de création de richesse, ça passe par le fait d'avoir une masse critique de chercheurs, ce qui n'exclut pas le reste, hein, bien sûr. Le travail au niveau le plus bas de la pyramide aussi, en parlant de formation professionnelle, etc., etc. Mais tant qu'on n'a pas cette masse critique de chercheurs, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut parler d'un développement économique, de création de valeur ajoutée, etc. Et ça m'amène à un point que je voulais faire pour compléter ce que disait Marc-Alain tout à l'heure. On a quelque chose qu'il manque à nos jeunes, et c'est vraiment le résultat du système éducatif actuel, et nous sommes tous coupables, hein, je ne jette la pierre à personne, nous sommes tous coupables, c'est la capacité d'abstraction des jeunes. On est tellement obsédé par l'aspect pratique, par l'aspect projet, par le fait que l'étudiant doit être au centre de sa formation, que l'étudiant doit quasiment choisir les sujets sur lesquels il veut travailler, qu'on en vient à négliger cette capacité d'abstraction, cette capacité d'imaginer, de concevoir des concepts complexes. Et on sent je pense Marc-Alain que tu le vois aussi, en tout cas dans les concours et les projets qui nous sont présentés, qui à la base sont de très bonnes idées avec des jeunes très compétents techniquement, mais on sent qu'il manque cette capacité à conceptualiser, à modéliser pour amener ce travail à un produit qui est comparable à un travail d'un étudiant de l'université de Stanford ou de MIT ou d'une école d'ingénieurs en France ou autre. On a encore ce petit gap qui manque. Et cette capacité d'abstraction s'acquiert qu'il y en avait qu'à l'école, hein, ce sont les mathématiques, la littérature aussi, je ne veux pas avoir l'air de faire une obsession scientifique. La littérature aussi nous donne, lire beaucoup de livres nous donne cette capacité d'abstraction, mais on voit qu'elle manque à nos jeunes. Donc, la recherche, développer des capacités de recherche, permet, en tout cas sur le tard, d'acquérir cette capacité d'abstraction. Mais nous devons aussi développer cette capacité d'abstraction très jeunes, et on sent que les jeunes qui nous arrivent avec le bac ici aujourd'hui en Haïti manquent un petit peu de cette capacité d'abstraction. Ils sont beaucoup plus dans une logique d'essayer de répéter ce qu'ils ont appris, mais sortir, je dirais, de la boîte, en quelque sorte, est extrêmement difficile. Et je voulais insister sur cet aspect-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un facteur limitatif du développement d'applications pour en faire des applications, je dirais, de classe internationale. C'est ce qui nous manque un petit peu. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions qui arrivent malgré tout, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la règle que je constate. Merci. Une dernière chose... Vas-y. Oui, excuse-moi. Une dernière chose, je dirais que l'argent n'est pas une excuse, pour deux raisons. Les moyens ne sont pas une excuse. Pour deux raisons. Tu connais les chiffres mieux que moi, Kessner, tu les as presque recherchés bien avant moi. Les étudiants haïtiens en République dominicaine déversent entre 200 et 300 millions de dollars par an dans le système universitaire dominicain et formation professionnelle. Donc les Haïtiens alimentent et financent une bonne partie du système universitaire dominicain et de formation professionnelle. La corruption en Haïti fait perdre au pays plus de 200 millions de dollars par an à peu près. Je tiens ces chiffres de sources bien fiables, des articles du Nouvelliste, des directeurs de l'ULCC, etc. Donc, on a ici un problème d'argent qui est prétendu, mais qui n'est pas vrai. C'est beaucoup plus un problème de leadership, de vision, pour arriver à faire les choses. La dernière chose que je voudrais dire, pour ne pas monopoliser trop longtemps la parole, c'est que ce n'est pas parce qu'on est un pays en voie de développement qu'on ne peut pas rentrer dans ce type de technologie. On a invoqué tout à l'heure, Marc-Alain et moi, des raisons, mais je vais te donner d'autres exemples. C'est que, par exemple, l'Afrique, beaucoup de pays africains qui n'ont pas un PIB tellement plus grand que le nôtre, investissent pour lancer leurs propres satellites. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent pouvoir maîtriser leur agriculture, avoir des vues satellites pour corriger et prendre des décisions sur des politiques agricoles. Donc, ils développent ces technologies, ils lancent leurs satellites dans l'espace, et je pourrais donner des exemples, j'ai un slide là-dessus ici, si on a le temps. Mais donc, des pays comparables aux nôtres en plusieurs points le font. C'est une question de vision et de volonté, bien évidemment,
de la gouvernance. Et je crois que même si on présente des problèmes compliqués et difficiles, on peut les résoudre très vite aujourd'hui en prenant des raccourcis. Encore faut-il qu'il y ait les moyens et la volonté pour le faire. Voilà. Je pense que le cas israélien est un cas extrêmement intéressant et un pays qui arrive à faire de l'agriculture dans un désert, maintenant qui diversifie leur économie, ne reste pas simplement sur leur capacité de transformer des choses dans l'agriculture, mais 35 à 40%, le GDP, c'est le produit intérieur brut. Donc cette diversification est fondamentale et l'utilisation des technologies également dans l'agriculture. Et on va revenir dans quelques instants et Makale nous dira maintenant le nombre de développeurs que nous avons en Haïti, peut-être le nombre d'ingénieurs qu'il y a, ceci c'est des choses extrêmement importantes pour un pays. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, une émission qui sera disponible sur YouTube. Nous avons fait un débat là extrêmement important pour l'avenir des jeunes parce que les jeunes sont très découragés aujourd'hui dans le pays. On regarde si nous avons une lumière, on regarde toutes les bagages négatives, mais il faut regarder ça positif. Les professeurs font une grosse démonstration pour nous là. Bon, on est les scientifiques, les professeurs, Chita. Par contre, si vous comprenez une table de tête là, comme économètre, avec toute qualité d'information qui est disponible, mais on simplifie nous descend à terre. Et c'est très important que les chercheurs fondamentaux pour garder le développement au pays. Le Japon, et bien sûr les pays de l'Asie, que le la Chine, que le Japon, que le Corée, à un moment déterminé, années 60-70, ils étaient au même niveau, nous sommes capables de dire, avec les pays de l'Amérique latine. Après, il y a une divergence qui vient de faire, au sens que l'Amérique latine était stagnante, tandis que l'Asiatique pour aller dans l'autre sens. Il y a une thèse dans la Banque mondiale, ils ont calculé à partir du nombre d'ingénieurs. Même en Haïti, nous avons fait littérature, nous, pratiquement parlé tantôt. Nous avons de bons résultats chaque année, nous, Haïtiens, en France, nous avons calé le monde. C'est bien. Mais comment, puisque nous avons parlé de politique, pour faire incitation ça à tout, vers la technologie, vers la science. Patrick dit pas parce que scientifique, nous avons besoin de science là pour faire développement. Parce que, en plus, on n'a pas d'économie. Moi, avant, comme économiste, nous connaissons très bien, c'est le progrès technologique, c'est le progrès technique qui peut le tout ensemble multiplicateur pour faire soyo. Donc, combien de développeurs que je ne sais pas les chercheurs là, pour nous gagner par habitant, combien de monde qui pour encourager l'ingénie, pour que nous soyons capables vraiment permettre que les jeunes fassent prosumeuses là, à savoir, il y a produit, il y a consommé, pour ne pas consommer simplement. Qui difficulté rencontre même pour mobiliser les jeunes, pour comprendre que, mais ça développe, mais ça est capable de permettre de gagner. Ce n'est pas seulement faire l'argent pour tête que nous, mais la communauté, comment ça va évoluer mieux. L'unité de mesure n'est plus millions, je dis là c'est milliards. Je dis souvent qu'on a regardé ce million, 10 millions de monde, c'est rien du tout. Il faut aller les milliards, c'est ça que Facebook, c'est ça que les GAFA a pu aller. Donc, bon, nous avons beaucoup de jeunes qui savent nous faire pour plus s'intéresser tout les développeurs. Je vais souligner qu'ils font activité dans le week-end. Et c'est très bien qu'on encourage ça. Est-ce qu'on senti gain un défi que je voulais lever vers les développeurs et vers le génie en particulier? Moi, c'est juste par rapport avec ça, avec ce dire, moi, c'est qu'il y a deux pays qui sont vraiment fascinés, mais on a regardé qui ont leadership capable de transformer, c'est Rwanda et puis Israël, qui c'est le cas que Patrick a mentionné tout à l'heure. C'est deux pays, il n'y a pas la même approche là, parce qu'Israël, c'est plus son approche secteur privé qui campé, lui-même qui fait succès dans le pays, tel que les États-Unis, et puis qui a porté ça, lui jouer dans le succès, ça a retourné dans le pays d'Israël. C'est que Rwanda, lui-même, son sorte de leadership, l'État, côté que l'État a décidé, soit regarder l'économie Rwanda, tout son économie qui semble en pile avec Haïti. Et regarder que côté son choix fait, ou non pays qui sorti en guerre, ou non pays côté que plus forte population est jeune, ils font choix sur la vie, ils disent nous allons valoriser les jeunes. Et encore une fois, question de penser qu'un pile bagaille qui est capable de faire en Haïti, c'est un leadership, ça côté que nous dit nous faisons choix et que nous portons pas seulement sur un seul gouvernement, mais nous portons sur plusieurs gouvernements. Côté nous dit, mais côté nous voulons aller. Rwanda, son pays qui était agriculture, qui s'était basé un petit peu pendant certain temps, mais on senti que l'État qui a dit non, il y a une opportunité dans le monde international, là, il y a une opportunité dans la technologie, et ouvrir rentrer là-dedans. Et c'est choix ça est important pour un certain moment pour nous faire pour Haïti pour nous dire mais côté nous voulons aller mais qui gens jeunesse est capable marcher dans la dynamique ça et chaque monde a essayé dans façon par oui ou parler de nos activités qu'on a fait le week-end ça c'est pour nous célébrer développeurs
pour nous célébrer, pour travailler, faire pour possibilité que offrir pour le secteur ça capable de développer en Haïti. Et ça, c'est un choix que moi fais comme un simple citoyen, comme un simple monde qui a essayé de faire une initiative. Mais je pense que ce genre de choix, ça est supposé faire dans le plus haut niveau. Nous parlons de l'écosystème en pile pour nous dire qu'il faut qu'on mariage qui fait entre toutes force vive qui est dans le pays pour nous dire que c'est là que nous voulons aller et que nous voulons valoriser et que nous accepter que la technologie est une opportunité. En pile, il faut en dire parce que nous pensons que c'est sexy, parce que nous pensons que c'est ça la mode, son mode lié, mais réellement, il y a une opportunité pour nous créer un secteur ça. Et je pense que si nous voulons arriver à un point côté que les jeunes sont capables de valoriser la technologie, il faut nous présenter l'opportunité. Ça veut dire qu'il faut nous retourner dans le système éducatif nous gagnons pour nous dire quel système éducatif nous avons créé pour nous capables de gagner. Malheureusement, la technologie n'est pas capable de développer, que ce soit au niveau de monde qui consomme, que ce soit au niveau de monde qui produit, ce système éducatif haïtien pas sophistiqué tête li on t'y calme plus. Et là pour nous ça c'est fondamental, ça c'est une base c'est là pour commencer. Et pour arriver plus loin, on a parlé de jeunes qui ont fait choix de carrière. Nous en 2021, jeunes pas seulement comme choix, c'est ingénieur, médecin, avocat. Le monde changé. Et en pile de jeunes qui fait choix ingénieur, médecin, avocat, ils ont retrouvé là dans banque là, graphic designer, vidéographeur, à faire activité dans le monde digital parce que finalement le monde pousse là. Et Haïti nous c'est presque à vivre sous une sorte de par une vraie planification faite côté nous dit mais côté nous voulons mener jeunesse. Mais qui ça nous voulait offrir comme opportunité et chaque monde là pour contre lui là chercher pour contre tout qu'on a essayé de garder pour contre m'encourager jeunes souvent pour chercher sur internet là cherchons l'autre la vie peut-être cherchons l'autre opportunité par rapport à ça que présente le tout mais nous regardez bien où elle est injuste parce que c'est pas ta ou pas seulement quitter pour ces jeunes qui pour chercher pour tête li côté parents côté l'état côté pays là vivre là qui pour créer opportunité ça pour eux et je pense que futur pays c'est jeunes qui a essayé non seulement pousser tête mais ramener l'autre derrière et c'est peut-être un petit peu à ça nous dédier là pour nous à faire ouvrir les yeux monde faire une opportunité et nous essayons de programmes qui venir dans par exemple que nous allons annoncer bientôt pour nous faire plus éducation numérique pour nous permettre jeunes capables de manipuler le code plus et manier une série de métiers parce que les études qui fait dans le monde je dis qui montrent toute opportunité économique ça c'est pas à refaire nous pas pour nous rediscuter yo là qu'on a une question de choix de politique publique ou bien de choix d'opportunité capable de chaque grain aspect dans l'écosystème pour nous dire oui nous quoi la donne et que nous voulons pousser la donne et question est-ce que pendant que nous là, est-ce que nous ne pas supposer qu'on y a la prochaine élection pour arriver, candidat pour aller, est-ce que nous ne pas supposer que même avant ça, parce que nous va le préparer pour atteindre le plus grand nombre de personnes à partir de la technologie, mais il faut que nous soyons capables de mettre ça dans le bol et jeunes même qui pour travailler pour exiger pour dire bon mais ça n'a besoin le 21e siècle là parce que on dit est important là, il dit la plupart des métiers du 21e siècle il faut quand même créer. Donc, c'est dit tout le bagage va changer, façon de faire médecine, façon de faire l'école, tout le bagage. Je ne vais pas vous donner information parce que le gouvernement a dit qu'il y a un gros projet là pour regarder comment il a fait un câble passer en ballon, mais sortir Fort Liberté, passer au Cap, passer Port de Paix, virer, descendre dans Gonaïves, Saint-Marc, aller Port-au-Prince, Lambert, Cantigua, Grand'Anse, virer dans le sud, arriver dans le sud-est. C'est un projet que la Banque centrale a réfléchi actuellement, l'a annoncé publiquement déjà. Maintenant, nous parlons de tout aspect numérique, éducation numérique, nous connaissons qu'un télétravail, donc nous ratons un paquet opportunité pour aujourd'hui à Haïti pendant 3 dernières années, même si pas de gagner, monde pas de caler l'école, tu as carré la caille, mais faut problème qui résoudre. Mais Patrick, l'aménagement numérique du territoire maintenant. Nous pas quitter l'aménagement territoire, c'est l'aménagement numérique du territoire. Si je finis passer comme ça là, bon je préfère acheter Jérémy parce que a gain moins embouteillage. Parce que il y a moins de Jérémy que de monde dans Port-au-Prince, nous avons travaillé plus bien Jérémy que nous travaillons Port-au-Prince. Qui ça pour nous faire là, Patrick? Ça pour nous mettre qu'on a préparé les professionnels du 21e siècle. Les câbles ça a fini passer. Comment on même on a acheté à Port-au-Prince là, et on travaille avec le monde, voir Haïti, espace physique ça, qui est capable de permettre que
ou pas besoin de venir physiquement, capable de vendre des services. Qui ça pour nous dans ça, cet aménagement numérique du territoire, les câbles à fin de passer, comment pour nous utiliser, pour nous plus de développeurs, pour nous banque pas simplement situé dans Port-au-Prince, pour capable de paquet de bonnes succursales, et côté situé Port-au-Prince, capable de gagner dans le pays. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens qui veulent diriger nous comprennent mes défis 21e siècle, qui espoir pour nous jeunes garçons, jeunes filles aujourd'hui, qui ont des bagages drôles parce qu'ils ne battent mieux que ça. Je te propose une chose, Kessner, c'est qu'on saute l'étape du câble. Le câble est déjà obsolète. Tu sais que tu as une technologie qui est en train de se mettre en place. Je parle de l'Internet, évidemment. Je parle de l'Internet. La technologie Starlink qui va atteindre Haïti incessamment, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an, en étant bien en retard, mais elle arrive. Cette technologie permettra à chaque centimètre carré du territoire haïtien d'avoir l'équivalent d'une connexion Internet haut débit, à un coût extrêmement bas. Donc je crois que déjà aujourd'hui, investir des millions et des millions dans des infrastructures de câbles, je parle pour les 5 prochaines années à 10 prochaines années, c'est quasiment un gaspillage d'argent. Donc il faut prendre en compte l'arrivée de ces technologies qui sont des technologies majeurement disruptives, vraiment très disruptives, parce qu'elles remettent en question toutes les infrastructures d'accès à la connexion Internet que nous avons aujourd'hui. Plus besoin de tours, plus besoin de câbles, etc., etc. Et c'est une technologie probablement qui va s'améliorer au fil du temps, au fur et à mesure que plus de satellites, puisqu'il est prévu à peu près 40 000 satellites autour de la Terre pour avoir une couverture complète sur quelques années. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de satellites qui ont été lancés qui permettent déjà d'avoir une couverture importante. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Deuxième, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, Marc-Alain, je peux en parler, de saut, de leapfrogging, de saut qualitatif et de saut quantitatif. Ça, c'est un saut qualitatif et quantitatif dont nous pouvons profiter. Donc, en tout cas, nous y préparer dès maintenant. Je n'aurai pas retiré les câbles demain, mais en tout cas, on sait qu'il y a aujourd'hui un nouveau type d'infrastructure qui arrive et qui ne nécessite pas des investissements importants de la part des entreprises du secteur privé ou de l'État haïtien. Comment les entreprises du secteur privé peuvent s'adapter à ça et profiter de ces technologies qui arrivent. Ça, c'est la plus proche de nous. On sait que Jeff Bezos a ses projets et il y en a d'autres encore. Donc, voilà. Donc, ça c'est en train de bouger. L'énergie, je n'ai pas de solution miracle. Franchement, je t'avoue que c'est un goulot d'étranglement majeur où on a des étudiants qui viennent nous dire que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas de courant chez eux dans certaines zones. Donc, c'est très difficile de faire ou de la formation à distance ou quoi que ce soit. Le problème d'Internet peut être mitigé d'une certaine manière, mais le problème d'énergie, si on l'a pas, on l'a pas. On ne peut pas faire grand-chose. L'autre chose que je voulais préciser, du côté État, je vais utiliser des chiffres qui sont les tiens, Kessner, si tu me permets, que j'ai retrouvés il y a quelques temps. Je les ai là, j'ai ouvert le slide. Le budget total de l'État haïtien pour 2018-2019 est de 173 milliards de gourdes. 20 milliards de gourdes sont consacrés au secteur éducatif, soit 11,6% du budget total. C'est un article que tu as publié sur le National, Kessner, qui est extrêmement intéressant, qui a énormément de données importantes, ce qui équivaut à peu près, alors c'était à l'époque, à 230 millions de dollars américains. Alors, cette enveloppe avait été revue à la baisse de plus de 4 milliards de gourdes par rapport à l'exercice précédent. Je parle de 2018-2019, donc à la baisse 2019 à 2020. Par comparaison, République dominicaine, article du Nouvelliste du 25 septembre 2017. Le budget proposé et approuvé par le pouvoir exécutif pour le ministère de l'Éducation s'élève à un peu moins de 19% du budget total. Je rappelle, on est à 11,6% du côté haïtien. Donc le budget national dominicain pour l'éducation est à peu près de 17 milliards de dollars contre 235 millions de dollars, plus ou moins à la même époque, sur le budget haïtien. Donc là, on a certainement un travail à faire. On peut faire beaucoup mieux en termes de financement parce qu'on peut toujours philosopher à longueur de journée, mais si on ne met pas les moyens qu'il faut, il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est des gouttes d'eau dans l'océan. La dernière chose que je voudrais dire par rapport à la question de tout à l'heure et sur ce qu'a dit, sur la question que tu as posée sur comment amener plus de jeunes dans ces secteurs-là, Marc-Alain a mentionné une chose importante,
c'est qu'ils veulent tous être avocats, médecins, ingénieurs civils. Et voilà, donc il y a 3-4 métiers comme ça autour desquels gravite l'envie de la plupart des jeunes. Et j'ai identifié 3 facteurs au minimum qui influent sur la décision des jeunes. Marc-Alain, on a mentionné tout à l'heure l'aspect mode, l'aspect cool de la chose. Quand c'est cool, qu'on le voit dans les films, qu'on le voit dans les infos, Mark Zuckerberg parle du métaverse, tout le monde le lendemain veut faire du métaverse. Mais avant, si on en parle, c'est difficile de faire bouger les gens. Donc, l'aspect un peu mode est important. L'aspect argent, ils veulent faire de l'argent. Ils ne veulent pas rentrer dans des trucs où ils ne vont pas faire d'argent. Et à ce titre, je voudrais préciser que jusqu'à présent, en Haïti, un jeune qui développe une appli qui marche et qui dit « bon, maintenant, je veux permettre aux gens de me payer en ligne », c'est un parcours du combattant pour ce jeune. Je parle sous ton contrôle, Marc-Alain. Même si on nous dit que les paiements en ligne existent, etc., pour un jeune qui crée son appli et qui veut mettre en place un paiement en ligne et le tester, c'est extrêmement difficile. Nous l'avons vécu à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, au XXIe siècle, alors que ça existe depuis tellement longtemps ailleurs, dans des pays équivalents aux nôtres. Donc l'aspect argent est important. Le dernier aspect, c'est l'aspect statut. Donc on veut être appelé ingénieur, on veut être appelé docteur, on veut être appelé maître, avocat, etc. Donc, mais le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes un petit peu, si tu cherches dans ces secteurs-là, tu vas voir que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et ça a été mentionné par des personnes qui sont écoutées comme Yuval Noah Harari, celui qui a écrit Homo Deus, ce livre Homo Deus, qui a dit que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle va éliminer de manière massive des métiers sans qu'ils soient remplacés au niveau équivalent, quantitativement. Tu te rappelles qu'à l'époque industrielle, des métiers disparaissaient à cause de l'industrie, d'autres apparaissaient, on se formait un peu dans un autre secteur et ça allait bien. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est fort probable que des tas de métiers disparaissent. Et tu as des exemples. Les métiers de chirurgien, par exemple. La chirurgie, dans 10 ans, peut-être plus, question d'années, sera faite par des robots, sans humains. Aujourd'hui, on a encore des humains au cas où la machine fait une bêtise, mais très bientôt, dans quelques années, il n'y aura plus besoin d'humains pour opérer. Que feront les chirurgiens ? Les patients se feront diagnostiquer directement sur Internet ou bien achèteront une machine à Walmart qui leur fera un diagnostic, qui aura consulté des millions de données dans des bases de données, ce que le médecin ne peut pas faire. Et on viendra voir peut-être son médecin avec un diagnostic encore plus précis que celui du médecin. Donc, pour un jeune qui étudie la médecine aujourd'hui, il doit se poser la question, mais dans 10 ans, ou dans 7 ans, ou dans 10 ans, suivant que je fais une spécialité ou pas, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que mon métier va être ? Le métier d'avocat, tu trouveras sur Google, sur les moteurs de recherche, que des expériences d'intelligence artificielle spécialisées dans ce domaine, qui ont été mis en compétition avec des cabinets d'avocats d'affaires pour examiner des contrats et en identifier les imperfections. 3% de plus de taux de succès pour l'intelligence artificielle que pour les humains. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle analyse les contrats, produit les résultats en quelques secondes, alors que les humains demandent des heures pour le faire, parce qu'ils doivent relire leurs livres, leurs codes, etc. Et donc, tu as aujourd'hui des intelligences artificielles spécialisées dans des métiers qui sont en train de faire mieux que des métiers considérés aujourd'hui comme des métiers à très fort statut, qui rapportent de l'argent, etc., etc. Donc, l'argumentation pour les jeunes, c'est de leur expliquer qu'il se passe, ces choses-là sont en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est important, parce qu'ils vont se dire, oui, mais alors maintenant, si j'étudie la médecine, c'est très bien, mais il faut que je prenne en compte ce facteur intelligence artificielle. Si j'étudie le droit, il faut que je le prenne en compte, parce que sinon, je vais étudier dans des livres, et quand je vais sortir, on n'aura pas besoin de moi, en réalité. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, je pense, pour se battre contre les tendances et modifier les jeunes. Et je reviens sur un élément important, c'est que tu as très difficilement aujourd'hui de la production de valeur ajoutée si tu n'as pas des universités, des environnements universitaires. Et c'est délicat pour moi de dire ça parce que je suis dans le secteur et on va dire oui, mais Attier, il défend son secteur. J'assume. Mais c'est une réalité. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs. On parlait des GAFA tout à l'heure. Facebook a été créé à Harvard. Microsoft a été créé à Harvard. Et bien d'autres. On pourrait
énoncer la liste. Ce sont des jeunes qui ont cette capacité d'abstraction en plus de compétences techniques qui leur permet de développer des produits de fous qui ont des succès incroyables et de classe vraiment internationale. Donc, sans ce genre d'environnement qui existe, c'est très difficile d'arriver à produire, je dirais, de manière quantitative et qualitative, des idées nouvelles, mais pas seulement des idées nouvelles et des prototypes, mais des prototypes qui pourront faire un scale-up, qui pourront faire une mise à l'échelle et rentrer en compétition avec des prototypes peut-être équivalents européens, tu vois, ou américains. Dernier élément que je voudrais mentionner, j'ai pris quelques notes parce que sinon j'oublie, c'est que aujourd'hui, le modèle même de l'écosystème universitaire haïtien, le modèle économique est en danger. Tu vois qu'aujourd'hui, on vient de signer un accord avec un partenaire pour permettre à nos étudiants de faire un master entièrement en ligne pour 5 000 € en intelligence artificielle et data science, sans quitter Haïti. Aujourd'hui, c'est les masters. Demain, ce seront les licences. Pourquoi un étudiant va payer 2 000 $ ou 3 000 $ par an pendant 4 ans, alors qu'il pourra avoir une licence pour 4 à 5 000 $ pour tout le cycle, pour tout son cycle, en ligne, d'université de qualité. Donc, tout ça, ce sont des problèmes auxquels on doit faire face et auxquels on doit se préparer. Mais il est clair que tant qu'il n'y a pas un investissement massif, il ne suffit pas de le dire, tant qu'il n'y a pas un investissement massif dans ces secteurs, ce sera très difficile à faire. Que ce soit Marc-Alain, que ce soit moi ou les autres acteurs du secteur, nous produirons des gouttes d'eau dans l'océan, mais que nous aurons du mal à rendre systémiques. Ce que nous voulons demain, et je pense que Marc-Alain est d'accord, c'est faire émerger un Google en Haïti, ou 10 Google en Haïti, ou même des dixièmes ou des millièmes de Google déjà. Ça serait pas mal. Mais on se heurte à ce genre de goulot d'étranglement, et c'est un peu aussi comme la poule et l'œuf. Le secteur privé aujourd'hui n'est pas suffisamment demandeur de ce genre de compétences, qui fait qu'on en trouve moins. En même temps, ce genre de compétences ne se développant pas suffisamment vite, qualitativement et quantitativement, le secteur privé est aussi moins demandeur. Mais je crois que la lumière viendra de ceux qui sont suffisamment bien préparés et qui arrivent à développer ces produits de classe internationale. À ce moment-là, ça n'est plus une affaire d'Haïti ou d'États-Unis ou de France ou autre. Ça sera une affaire de « j'ai développé un produit de qualité, je peux le présenter n'importe où ». Je crois qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de travail à faire pour y arriver. Ce n'est pas impossible et on peut aller très vite et prendre beaucoup de raccourcis, ce que les Chinois sont en train de faire, hein, d'ailleurs. On n'a pas besoin de me croire sur parole. Ce que les Asiatiques en général et les Chinois en particulier sont en train de faire sans aucune vergogne. Marc-Alain, pour finir, rapidement, parce qu'on arrive à la fin, donc analytics, big data, bon, tu en connais ce genre de choses, de big data avec ton économétrie, donc on a vu qu'il faut également le contenu, ça doit changer également dans les écoles, c'est pas seulement les enseignants, mais le contenu, la façon d'enseigner, et l'intelligence artificielle, il faut que ce soit même au niveau du primaire, pour ne pas dire du préscolaire, et que ce soit dans le système, puisqu'il va y avoir non seulement des chirurgiens qui vont perdre d'emploi, mais également la sous-traitance d'assemblage que nous avons en Haïti, c'est les robots qui seront également à l'intérieur. Donc, quelques mots pour finir, Marc-Alain. Ton micro. Je voulais juste insister sur une chose et peut-être poser une question, mais peut-être lancer une réflexion. Pourquoi Haïti est considérée comme une nation de gens créatifs? Parce que notre littérature est en train de briller en France. Regarde ce qui se passe dans les concours sur RFI, etc., de la musique. Pourquoi un pays avec autant de créativité et Patrick disait tout à l'heure justement qu'il n'y a pas assez de créativité dans le monde de la technologie. Moi, ce que je pense qui se passe, c'est que, bon, me dit ça en créole, nous pas investir dans scientifiser, ça nous gagne comme valeur. Et moi, je pense que c'est une force de la Chine, c'est que la Chine n'a pas copié les États-Unis. Ils ont utilisé ce qu'ils ont trouvé à travers le monde, notamment aux États-Unis. Ils ont ajouté ce qui était leur force à eux, et puis ils sont devenus bons. Ça veut dire que bon effort qu'ils peuvent faire en Haïti pour nous scientifiser les connaissances. Et malheureusement, nous n'avons pas peut-être assez scientifique, c'est-à-dire pour nous créer standard. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses que le monde pourrait apprendre d'Haïti, notamment sur la question de comment nous créer un concept qui est les combits, qui marchait, que nous utiliser pour nous faire construction, pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire série de bagailles.
Il y a tellement de choses dans la culture, dans l'art. C'est juste que technologie a demandé un réflexe mathématique et scientifique que finalement Haïtien n'a pas arrivé à adapter avec lui parce que nous étions dans le monde peut-être de l'art seulement. Nous ne pas rentrer dans la capacité ça pour nous gagner, pour nous dire ah ça c'est une belle idée, comment on transformer le app parce que finalement app là, il y a science derrière, il y a mathématiques là-dedans pour nous capable créer ça. Et pour ça c'est une aventure que je jeunes ont essayé pour contrôler sans qu'il n'y ait pas vraiment un système qui a supporté lui. Et ça que moi, je n'ai pas faire en Haïti dans le monde technologique, ça que nous avons parlé, c'est des choses qui pour étonner, des jeunes qui ont créé des choses sans courant, sans Internet, et avec beaucoup de zones, ils ont créé des séries de choses. C'est que le potentiel est là. C'est juste une question de comment investir. Et lorsqu'on parle d'investir, ce n'est pas seulement une question de politique publique, c'est une question de l'haïtien. Est-ce que l'haïtien quoi? Parce que par exemple, ça peut peut-être choquer, il y a des entreprises en Haïti qui préféraient dépenser des milliers de dollars de des applications de standard international, pendant que un développeur fait ça là, on sait peut-être système de gestion de clients. Il y a payé déjà, c'est Kounia Zio a ouvert un Haïtien qui a fait. Et là, nous faisons événement ça qui est le Dev Expo qu'on a fait samedi, c'est justement pour choc ça. Et je me rappelle, nous avons fait la première édition en 2018. Il y avait des gens en Haïti qui sont venus et qui étaient choqués de voir que l'Haïtien pouvait produire des choses. Et puis c'est après qu'ils s'étonnent qu'ils disent « Ah, il faut nous faire un jeu pour nous travailler avec eux ». Donc ces espaces-là sont là pour créer ce genre de choc pour le monde capable de dire peut-être que c'est possible. Parce que Kessner, qu'on le veut ou non, Patrick, ou dans le secteur depuis longtemps, malheureusement, nous ne pouvons pas croire que la technologie est capable réellement de transformer l'économie. Nous disons, nous répétons, nous marchons, mais au fond, que ce soit dans la tête des décideurs publics ou celui qui va dépenser son argent pour bien le secteur privé qui devrait investir, nous disons, mais nous pouvons croire que c'est possible. Donc, il est important pour nous continuer l'activité de vulgarisation. Et je parle avec un monde Kessner Parel, qui lui-même a milité depuis tellement longtemps dans le secteur, depuis à l'époque, on a parlé de l'alphabétisation, etc. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore clair dans la tête de l'Haïtien que non seulement, à la minute que le clair, c'est que si les possible, c'est qu'on va investir, si les possible, c'est que nous allons créer connaissance autour de lui, si les possible, nous allons parler de lui, vulgariser pour plus pour nous rentrer dans la logique là, et au final, si les possible, nous allons faire des choix pour nous prendre plus de risques pour le capable de vivre. Je pense que malheureusement, on n'est pas encore là, mais le travail continue et que tout le potentiel est devant nous, mais malheureusement, les fenêtres-là continuent à fermer. Si moi-même, mon message par rapport à ça, c'est vraiment chaque monde qui a contribué dans ce secteur, que ce soit au niveau de l'éducation, médias, ou bien monde qui a continué à galvaniser la science, ou bien juste tout simplement qui a travaillé à apprendre, coder, qui a essayé d'adapter, continuer à faire ça qu'on fait, ou pas sur la mauvaise voie, parce que, regardez, j'en ai parlé de Starlink, de nouvelles technologies capables de venir. Le jour où l'opportunité va venir, il faut que nous-mêmes, comme regardez là, parler pour dire tout, je vais sauter dans le bateau lorsque tout sera prêt parce que nous ne pouvons pas arrêter dans le noir net, alcoolique. À bonjour, quand venir, il faut que ça. Ça, c'est ça, nous remercions Patrick Katsié de Lezi, nous remercions Bacalin de Bange. Kessner? Nous avons retourné encore, nous faisons l'autre émission parce qu'il faut mettre ça dans la prochaine campagne électorale là pour politiciens qu'on connaît, message renouvelé, mais qui côté pour aller. Merci beaucoup, monsieur, ça a été vraiment un grand plaisir. Nous avons pile parole pour nous dire toujours. Ciao, à la semaine prochaine.